Un chef de gang surnommé Barbecue a menacé Haïti d'une guerre civile si le Premier ministre reste au pouvoir, et ce alors que ce pays des Caraïbes, l'un des plus pauvres du monde, est confronté actuellement à une nouvelle escalade de la violence. Mais alors, quelle est la situation à Haïti? Comment expliquer un tel chaos en ce moment? Et que pourrait-il se passer désormais? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Bienvenue au passage à tous les nouveaux ces derniers jours. Alors on en a parlé sur cette chaîne, ça fait maintenant plusieurs années que la situation est catastrophique en Haïti, ce pays situé dans les Caraïbes en Amérique où des gangs armés sèment la terreur et font la loi, et ce depuis l'assassinat du président haïtien à l'époque, Jovenel Moïse, qui a été tué en juillet 2021. En fait, la dernière élection présidentielle en Haïti, elle remonte à 2016 et depuis cet assassinat donc de l'ancien président, ce poste est vacant et c'est donc le gouvernement qui dirige le pays en attendant. Or, eh bien, il y a une semaine, le 29 février, des gangs armés ont pris le contrôle de parties et de territoires entiers d'Haïti en s'en prenant notamment à des sites stratégiques du pays, notamment en incendiant des postes de police. Et ce week-end, il y a eu une nouvelle escalade de violence, alors que la situation était déjà extrêmement tendue depuis de nombreux mois. Mais ce week-end, eh bien, des gangs armés ont attaqué les deux plus grandes prisons du pays. Résultat, des milliers de prisonniers se sont évadés, dont d'ailleurs certains chefs de gang qui sont inculpés et accusés d'avoir assassiné l'ancien président. Par ailleurs, au moins une dizaine de personnes sont mortes au cours de cette évasion. Ce dimanche, le gouvernement a donc décrété l'état d'urgence dans la région de Port-au-Prince, qui est la capitale du pays, pour une période de 72 heures, mais aussi un couvre-feu entre 18h et 5h du matin, du lundi à mercredi inclus, avec là aussi un couvre-feu qui est renouvelable. Et à cause de la situation, au-delà de ce couvre-feu, eh bien, les écoles et les banques ont dû fermer. Et la ville de Port-au-Prince tournait tout simplement au ralenti en ce début de semaine. La situation est donc toujours actuellement extrêmement tendue et lundi notamment, eh bien, des gangs ont tenté de prendre le contrôle de l'aéroport de Port-au-Prince, et ce dans un contexte où le Premier ministre Ariel Henry devait rentrer d'un déplacement au Kenya ce jour-là, puisque ça faisait donc plusieurs heures qu'il n'était pas en Haïti mais qu'il était donc directement au Kenya. Là en l'occurrence, il n'a pas pu atterrir en Haïti, il a donc finalement atterri ce mardi à Porto Rico, qui est un territoire américain voisin, c'est ce qu'indique le média américain CNN. Mais alors pourquoi ce regain de violence ces derniers jours et que veulent exactement les gangs? Eh bien officiellement l'objectif de ces gangs armés c'est de renverser le Premier ministre Ariel Henry, qui aurait dû quitter en théorie ses fonctions début février, et c'est ce qu'a tenté d'expliquer à la presse Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue. Alors pourquoi ce surnom assez étonnant? Selon lui parce qu'il vendait de la viande grillée plus jeune, mais selon des observateurs c'est parce qu'il a aussi la réputation d'avoir brûlé vif certains opposants. Barbecue c'est tout simplement l'un des chefs de gang les plus influents en Haïti. Il est à la tête d'un collectif de 9 gangs qui contrôlent une grande partie de quartiers de la capitale, et cette coalition de gangs qu'on appelle le G9, elle est visée d'ailleurs en ce moment par des sanctions de l'Organisation des Nations Unies. Alors je vous le disais en introduction, cet ancien policier et désormais chef de gang a menacé Haïti d'une guerre civile si le Premier ministre reste au pouvoir. Il a également indiqué que ce conflit pourrait mener selon lui un génocide. D'après lui, je cite, soit Haïti devient un paradis pour nous tous, soit il devient un enfer pour nous tous. Mais alors que reprochent les gangs armés au Premier ministre? Eh bien en fait, globalement, il l'accuse d'être responsable du chaos qui existe dans le pays depuis plusieurs années maintenant. Et concrètement, ce chef de gang prétend vouloir mettre fin à l'insécurité en Haïti. Il faut savoir que Haïti, au-delà de la question de l'insécurité qu'on va voir juste après, mais c'est d'abord l'un des pays les plus pauvres au monde. Pour vous donner une idée, en 2019, 60% de la population vivait avec moins de 2 $ par jour, 60% de la population. Et par ailleurs, autre chiffre extrêmement alarmant, 5,5 millions d'Haïtiens, soit près de la moitié de la population, a actuellement besoin d'assistance humanitaire selon l'ONU. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer une telle pauvreté et une situation aussi critique?
politique, il y a forcément énormément de raisons et on pourrait en parler pendant des heures, mais l'une des premières raisons, dont on avait parlé d'ailleurs déjà l'an dernier, c'est déjà un contexte historique. Alors en l'occurrence, il faut remonter loin, il faut remonter en 1804. À l'époque, en 1804, Haïti est une ancienne colonie française devenue tout juste indépendante. Or, en l'occurrence, une enquête du média américain du New York Times publiée en 2022 mettait la lumière sur une dette haïtienne envers la France. Et oui, en effet, la France, puis les États-Unis, après l'indépendance au 19e siècle, ont exigé à l'époque l'équivalent de centaines de millions d'euros à Haïti. Ça s'est passé donc directement dans la foulée de cette indépendance en 1804. Une dette justifiée, je cite, par un besoin de réparation. Et d'ailleurs, le tout sous la menace d'une guerre si Haïti n'accepte pas. Le New York Times décrit cette dette du début du 19e siècle comme, je cite, une spirale d'endettement qui a paralysé le pays pendant plus d'un siècle, ce qui a placé donc au départ déjà le pays dans une situation économique difficile. Ça c'est donc un élément de contexte historique qui remonte à longtemps, mais deuxième raison qu'on peut évoquer, c'est la question des catastrophes naturelles. Haïti est situé dans les Caraïbes, dans une zone où les séismes et où les ouragans sont fréquents. En 2010 par exemple, un terrible séisme a fait plus de 200 000 morts et tout cela avait évidemment bouleversé le pays, ses habitants et ses infrastructures. Enfin, je l'ai dit, l'instabilité politique est importante, alors elle est alimentée par des problèmes économiques, accentuée aussi par des mauvaises décisions, et tout cela a notamment développé une forte corruption. Tout cela plonge donc aujourd'hui Haïti dans des scènes de violence inédites qu'on évoque donc déjà depuis plus d'un an maintenant et qu'on voit à nouveau ces derniers jours. Aujourd'hui, la capitale de Port-au-Prince est contrôlée à 80% par des gangs armés qui sont souvent rivaux. Résultat, selon l'ONU, plus de 8400 personnes ont été victimes de violences de ces gangs l'an dernier. Certains ont été tués, d'autres blessés, d'autres enlevés. Ça correspond à une augmentation de 122% par rapport à 2022. Et en l'occurrence, le plus gros des violences se déroule justement dans la capitale, à Port-au-Prince. Conséquence de tout cela, eh bien, de nombreuses personnes sont forcées de fuir leur domicile, menant donc une situation là aussi extrêmement critique. Alors quelles peuvent être les solutions? Déjà, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit très inquiet de la situation actuelle. Il a appelé à mettre en place des mesures pour restaurer les institutions démocratiques dans le pays, notamment en organisant des élections. Par ailleurs, on peut noter que le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion ce mercredi pour tenter de trouver des solutions. Enfin, je vous le disais, le Premier ministre haïtien était au Kenya la semaine dernière. L'objectif en fait de cette visite, c'était de chercher du renfort pour tenter de lutter contre ces gangs et de mettre en place une force internationale de police, une force qui a été autorisée par l'ONU en octobre dernier. Concrètement, c'est un projet qui a été soutenu notamment par les États-Unis. Les États-Unis ont dit qu'ils ne voulaient pas envoyer de troupes sur place, mais qu'ils étaient prêts à financer une partie du déploiement de ces troupes-là. Finalement, le Kenya a accepté de mener cette force. Il y a d'autres pays comme le Bénin, les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade ou encore le Tchad qui ont annoncé aussi participer à cette opération. On verra maintenant ce qu'il en est, parce qu'il y a tout de même certains doutes sur la façon dont ça peut être réellement mis en place et sur l'impact aussi que ça peut avoir, alors qu'encore une fois, la situation actuellement est extrêmement tendue. Ça me semble en tout cas essentiel de faire un point, peut-être un petit peu long, j'en suis conscient, mais qui me paraît assez essentiel pour bien comprendre les enjeux et la situation. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette première actu. Je voulais qu'on fasse un point sur le Super Tuesday qui a donc eu lieu cette nuit aux États-Unis. On vous en parlait hier, une quinzaine d'États américains ont participé à un vote pour les primaires du Parti républicain et les primaires du Parti démocrate. Côté républicain, sans surprise, c'est l'ancien président Donald Trump qui a remporté les scrutins dans 12 États face à son adversaire Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui a d'ailleurs décidé de se retirer de la course à la présidentielle. Elle a tout de même remporté le petit État du Vermont. Côté démocrate, l'actuel président Joe Biden a remporté des victoires dans tous les États qui ont organisé une primaire démocrate, à l'exception du territoire des Samoa dans le Pacifique. Sur X, il a salué la mobilisation des électeurs, manière selon lui, je cite, de riposter aux desseins réactionnaires de Donald Trump. On est donc quasiment sûr de l'affiche pour la prochaine présidentielle en novembre 2024. Ce sera sûrement Donald Trump et Joe Biden, comme en 2020. Deuxième actu, pour la première fois depuis le 7 octobre, le président américain Joe Biden a fait pression pour un cessez-le-feu à Gaza. Selon lui, la situation deviendrait, je cite, très dangereuse en Israël si les combats continuaient pendant le mois du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam qui doit débuter autour du 10 mars. Toujours d'après lui, ce cessez-le-feu est dans les mains du Hamas, précisant que les Israéliens sont coopératifs et qu'une proposition raisonnable a été mise sur la table. Plus précisément, la proposition des pays médiateurs consiste en une pause de 6 semaines des combats
combat et la libération de 42 otages détenus à Gaza contre celle de Palestiniens emprisonnés par Israël. De son côté, Jens Lerke, le porte-parole du bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires, a appelé, je cite, à inonder Gaza d'aide face aux enfants qui commencent à mourir de faim. L'OMS a également fait état de scènes sinistres d'enfants affamés après qu'une équipe a apporté de l'aide à 2 hôpitaux du nord de Gaza ce week-end. Troisième actu, le Digital Markets Act, un règlement européen sur les marchés numériques, est entré en vigueur ce mercredi dans le but d'arrêter les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique. Alors ça paraît assez flou comme ça, mais ça change pas mal de choses pour nous, vous allez voir. Le premier changement, ça concerne Google, qui a désormais interdiction de mettre en avant ses propres produits dans les résultats de son moteur de recherche. Par exemple, le comparateur de vol Google Flights, qui apparaissait en tête des résultats quand on cherchait un vol, n'apparaît plus en premier. Deuxième changement, vous pouvez désormais utiliser Messenger, la messagerie du groupe Meta, sans avoir de compte Facebook. Concrètement, les utilisateurs européens peuvent donc choisir de continuer à l'utiliser avec leur compte Facebook ou se créer un compte distinct. Troisième changement, les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais télécharger des applications sans passer par l'App Store, la boutique officielle d'Apple. D'ailleurs, les paiements effectués dans les applications proposées sur l'App Store ne devront plus obligatoirement transiter par Apple. Quatrième changement, des entreprises comme Microsoft et Apple devront permettre aux utilisateurs de choisir par défaut des services autres que les leurs. Exemple, sur iPhone, Apple devra permettre de choisir un navigateur web par défaut qui ne soit pas forcément Safari. Dernier changement, les géants de la tech n'ont plus le droit de croiser des données collectées à travers d'autres plateformes pour cibler leurs utilisateurs sans leur consentement. En tout cas, si les entreprises ne respectent pas cet accord, elles s'exposent à de très lourdes amendes allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial et 20% si elles récidivent. Alors j'ai pas listé tous les changements, mais je vous mets le lien d'un article du Monde en description. Quatrième actu, une deuxième plainte pour viol a été déposée contre le rappeur français L'Homme Pâle, Antoine Valentinelli de son vrai nom. Il s'agit d'une femme qui a porté plainte contre lui en décembre dernier. Elle dénonce des faits datant de 2018 qui auraient eu lieu chez elle en France. Il faut savoir que L'Homme Pâle fait déjà l'objet d'une enquête suite à une première plainte déposée en 2020. Une connaissance l'accuse de l'avoir violée à New York, là aussi chez elle, en 2017. La révélation de cette enquête a été faite en août 2023. Alors ce 27 février, L'Homme Pâle a été confronté à ses 2 accusatrices à Paris lors d'une garde à vue. D'après ses avocates, le rappeur a pu répondre précisément et fournir des éléments matériels déterminants. Toujours selon ses avocates, la suite de l'enquête permettra d'établir son innocence. En tout cas, L'Homme Pâle est ressorti libre le lendemain car sa garde à vue a été levée pour poursuite des investigations selon la justice. Cinquième actu, un jeune sur 5 de 15 à 24 ans ne sait pas reconnaître une courgette et la confond avec un concombre. C'est le résultat très sérieux d'une étude Toluna Harris Interactive publiée ce mardi sur l'alimentation quotidienne des Français. Cette méconnaissance, elle s'explique notamment par le fait que les 15-24 ans mangent moins de fruits et légumes frais que les générations plus âgées et consomment plutôt des produits transformés. Suite à ces résultats, Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, a appelé à lancer un plan national d'éducation alimentaire, notamment dans les écoles, pour encourager justement les jeunes à consommer une alimentation plus saine. C'est également une question de santé publique. On en parlait la semaine dernière, une personne sur 8 est obèse dans le monde. Sixième actu, le Bitcoin, l'une des crypto-monnaies les plus répandues, a franchi son record historique. Son cours a dépassé les 69 000 $ ce mardi, sachant que son précédent sommet de 68 991 $ avait été enregistré en novembre 2021. C'est une évolution assez majeure car son prix a bondi de plus de 50% depuis début 2024 et a triplé en un an alors que son cours s'était effondré à 15 000 $ en 2022. Cette chute faisait suite à la faillite de la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX. En fait, le prix du Bitcoin augmente car les gens s'attendent à ce qu'un nouveau type d'investissement appelé ETF, qui suit le prix du Bitcoin, soit approuvé aux États-Unis. Concrètement, ça rendrait plus facile pour davantage de personnes d'investir dans le Bitcoin sans avoir à en acheter directement. Enfin, dernière actu, il y aura 222 000 places gratuites pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris cet été, mais uniquement sur invitation. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce mardi. Ces personnes seront choisies par l'État, le comité d'organisation des JO ou encore les collectivités publiques, donc la région, les départements et les villes d'Île-de-France-Haute. Au total, lors de cette cérémonie, il y aura donc 104 000 places payantes sur la partie inférieure des quais et 222 000 places gratuites donc sur les quais hauts. Selon Gérald Darmanin, il faudra gérer en tout 576 000 spectateurs le 26 juillet, les 326 000 spectateurs donc, et aussi 200 000 installés dans les immeubles qui donnent sur la Seine et 50 000 dans les fan zones à Paris. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Si jamais vous avez des suggestions de sujets ou d'autres choses que vous voulez voir sur ce format ou des choses à modifier, dites-le nous directement dans les commentaires, on lit ça chaque jour. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.